Bonsoir à tous, je suis heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence débat exceptionnelle sur la Turquie. Merci à vous tous qui nous regardez ce soir en direct, vous êtes nombreux, vous étiez 361 jeudi dernier pour cette conférence débat sur le Liban et vous êtes ce soir plus de 185 à nous suivre en direct. Alors en nous suivant ainsi, vous participez à notre engagement solidaire puisque ce soir nous reversons 10% du prix du billet à l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Notre ambition, grâce à vous, c'est de pouvoir reverser plus de 3 000 € à l'ensemble des associations que nous soutenons, l'AED évidemment, mais également l'Œuvre d'Orient, Achalayam, qui est une association d'inspiration salésienne qui fait un travail remarquable auprès des enfants de la rue à Calcutta, Fratello, qui œuvre auprès des gens de la rue, et le diocèse d'Alep, qui travaille à la reconstruction de la ville. Nous avons déjà réussi à mobiliser plus de 2400 € de dons, donc merci de votre soutien et nous espérons, grâce à vous, pouvoir dépasser cet objectif. Comme vous le savez, nos conférences débats ont pour ambition de vous apporter à domicile notre expertise terrain, de vous apporter la richesse de ce que nous proposons à nos voyageurs depuis 21 ans lors de nos voyages culturels. À travers expertise, rencontres, nous vous invitons véritablement à passer de l'autre côté du miroir pour comprendre les réalités politiques, religieuses, sociales, économiques et géopolitiques. J'en profite ce soir pour remercier chaleureusement la revue Conflit avec qui nous organisons cette soirée en partenariat. Conflit est une revue passionnante de géopolitique que je vous recommande vivement. Sans plus tarder, embarquons pour la Turquie, pays de 82 millions d'habitants, à cheval entre l'Europe et l'Asie. La Turquie est depuis plusieurs mois au centre de grandes manœuvres et de tensions qui inquiètent. Ainsi, rien que pour l'année 2020, jugez par vous-même. En janvier, le président Poutine et le président Erdogan inauguraient officiellement le gazoduc Turkstream. Le 1er mars de cette même année, la Turquie menaçait à nouveau l'Europe de l'arrivée de millions de migrants. Et ce même 1er mars, la Turquie lançait une contre-offensive militaire sur le sol syrien. Le 10 juin dernier, en mer d'Égée, c'est l'affrontement par radar interposé entre une frégate turque et une frégate française qui déclencha l'escalade diplomatique entre la France et la Turquie. L'enjeu de tout cela, la continuité maritime entre les eaux turques et les eaux libyennes. Le 27 juillet, c'est la basilique Sainte-Sophie à Istanbul qui est transformée. D'un musée, elle devient une mosquée et des paravents même sont installés devant ces splendides mosaïques byzantines pour les cacher du public. Le 10 août, c'est l'église Saint-Sauveur in Kora d'Istanbul. C'était son tour également par décret d'être transformée en mosquée. Le 27 septembre dernier, c'est le déclenchement dans le Haut-Karabakh de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la Turquie soutenant l'Azerbaïdjan en sous-main en termes d'armement et de mercenaires. Le 24 et le 25 octobre dernier,
le président Erdogan se lançait dans une violente diatribe contre le président Emmanuel Macron, l'invitant à vérifier sa santé mentale. Et puis, plus récemment, le 23 novembre, il y a 3 jours, un navire militaire allemand a résonné en mer Méditerranée un cargo de marchandises turques dans le cadre du contrôle de l'embargo d'armes pour la Syrie. Alors, dans ce contexte, il est légitime de se poser de nombreuses questions. Quel est le jeu que joue actuellement la Turquie? Est-ce que Erdogan aurait des velléités néo-ottomanes? Est-ce que nous sommes en train d'assister à la naissance d'un empire? Est-ce que la Turquie se rêverait en porte-drapeau d'un islam conquérant? Autant de questions, vous le voyez, auxquelles nos intervenants ce soir vont essayer de répondre. Alors, avant de vous les présenter, je voudrais vous rappeler 2 petites choses. Au terme de cette conférence débat, vous aurez la possibilité de poser des questions en direct à nos intervenants. Et pour cela, vous disposez en bas de votre écran d'un petit module qui s'appelle, selon les versions, Q&R pour questions-réponses ou bien converser. Enfin, pour le confort visuel de cette conférence débat, eh bien, je vous invite, en haut à droite, vous avez une petite option affichage. Je vous invite à cocher l'option affichage de l'intervenant actif. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'accueillir nos intervenants, nos conférenciers. Alors, tout d'abord, je vous présente Jean-Baptiste Noé. Jean-Baptiste Noé est rédacteur en chef de la revue Conflit. Il est docteur en histoire. Il est directeur d'Orbis, une société de formation en géopolitique. Écrivain, il a publié de nombreux livres, dont notamment Les ombres de la Terre, recueil de chroniques géopolitiques. Jean-Baptiste Noé, bonsoir. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir Thierry. Oui, merci d'avoir organisé cette soirée autour de la Turquie. Bienvenue, merci d'être avec nous. J'accueille ensuite Patrice Sabater. Patrice Sabater est chercheur associé à l'IFEA, Institut des études anatoliennes à Istanbul. Patrice est accompagnateur d'Ictus Voyage depuis presque 20 ans. Il est le président fondateur de l'association Béthanie Lumière d'Orient. Il a également écrit un livre très intéressant, La Terre en Palestine et Israël, une vérité à 2 visages. Patrice Sabater, est-ce que tu es là parmi nous? Bonsoir Patrice, je vois que ton micro… Absolument, bonsoir à tout le monde. Heureux d'être présent parmi vous. Bonsoir Patrice, bienvenue, merci d'être là. Ensuite, je suis heureux de vous présenter Aurélien Denisot. Aurélien est docteur en sciences politiques et relations internationales. Il est turcophone. Il collabore avec l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et à plusieurs revues, dont la revue Conflit, Politique étrangère ou Repères. Aurélien Denisot, bonsoir, vous êtes avec nous. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous les auditeurs et merci encore une fois pour votre invitation. Eh bien, merci d'être là avec nous surtout. Et puis enfin, j'accueille Tancred Josserand. Tancred est historien. Il est attaché de recherche à l'Institut de stratégie comparée, l'ISC, auteur de la Nouvelle puissance turque, et il collabore également à la revue Conflit. Tancred Josserand, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Eh bien, nous voilà tous réunis pour ce débat qui s'annonce passionnant. Alors peut-être pour commencer ce débat, j'aimerais peut-être à vous, Jean-Baptiste, vous poser une question finalement pour planter le décor. Quels sont les enjeux globaux dans lesquels la Turquie se trouve embarquée en ce moment? Ce qui est intéressant avec la Turquie, c'est qu'on voit qu'à travers son exemple, que l'histoire n'est jamais finie et que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Il y a un siècle, c'était le traité de Sèvres qui mettait un terme à l'Empire ottoman, parce que la Turquie, l'Empire ottoman avait perdu la Première Guerre mondiale, et donc le vieil homme malade de l'Europe était définitivement mort. Un siècle après, on voit une sorte de retour de l'Empire ottoman, ce qu'on appelle parfois le néo-ottomanisme, une volonté d'Erdogan, de certains Turcs, de retrouver leur présence géopolitique sur les anciens territoires. Et la guerre également qu'on pensait terminée, qu'on pensait finie, notamment en Europe, on voit que la guerre est de nouveau présente. Il y a quelques semaines, l'amiral Vendier qui
dirige la marine en France, chef d'état-major de la marine, fait un discours devant les élèves officiers de l'école navale et leur dit « Vous devez vous préparer à la possibilité d'éprouver le feu à la mer ». C'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années. On l'a vu, vous l'avez signalé, avec l'incident avec le Courbet, le bateau français Courbet. La guerre peut être présente, l'histoire n'est jamais terminée. Et on redécouvre l'importance de la Méditerranée orientale, l'importance du Caucase. Et à travers ça, d'ailleurs, la Turquie nous permet aussi de redécouvrir qui nous sommes. Alors, j'ai envie de rebondir sur ce que vous venez de dire, Jean-Baptiste. Peut-être, vous, Tancrède, si on démarre ce débat peut-être avec ce qui est le plus visible pour ceux qui nous regardent, ce sont les velléités diplomatiques depuis quelques mois. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un tableau des fronts géopolitiques, diplomatiques sur lesquels la Turquie est engagée aujourd'hui? Alors, il faut bien comprendre que dans la géopolitique turque, dans la diplomatie turque, il y a eu une rupture. C'est-à-dire que Mustafa Kemal, en 1923, a fondé la République turque sous le triptyque État-nation, État laïque, État unitaire. Et pendant quasiment un siècle, la diplomatie turque a eu pour devise paix dans le monde, paix dans la patrie. Et avec l'arrivée des islamo-conservateurs au pouvoir à partir de 2002 et de Recep Tayyip Erdogan, en fait, tout a été bouleversé puisque la Turquie a voulu donc se rattacher à son identité la plus profonde, à sa mémoire la plus profonde, c'est-à-dire l'islam et le souvenir de l'Empire ottoman. Alors, les Turcs vont dire que ce n'est pas tant la Turquie qui a changé, mais aussi le monde qui a changé, puisque la Turquie, ce n'est plus comme dans les années 20, une nation de paysans misérables, c'est aujourd'hui un pays de plus de 83 millions d'habitants, c'est la 15e puissance économique de la planète, et aujourd'hui, les Turcs ont pris goût à la puissance et au langage de la puissance. Et pour les Turcs, ce qui fonde la puissance, c'est aussi une identité civilisationnelle forte, et cette identité civilisationnelle forte, elle passe, on va le voir, bien entendu, par l'islam. Alors, vous avez parlé, Tancrède, de rupture diplomatique. Est-ce que le terrain de jeu syrien n'est pas le symbole de cette fracture diplomatique? Oui, alors en fait, on pourrait dire que Erdogan aujourd'hui mène 5 guerres successives autour de la Turquie. Il y a les tensions en Méditerranée avec la Grèce, il y a le conflit en Libye, il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre contre le PKK et il y a également la guerre dans le Caucase avec le Karabakh. Et pour la Syrie, c'est extrêmement révélateur parce que pour la Turquie, la Syrie, c'est en quelque sorte la porte d'entrée vers le monde arabe. Mais aujourd'hui, en fait, la Turquie essaye de solder les printemps arabes qu'elle avait soutenus pendant très longtemps, pendant effectivement plusieurs années, parce qu'il s'agissait pour les Turcs à cette époque-là, dans les années 2011, 2012, 2013, de remodeler entièrement la région en exportant en quelque sorte son modèle de gouvernance à travers les frères musulmans, puisque les différents partis des frères musulmans en Tunisie, en Égypte ou en Syrie et même en Libye, étaient des duplicata de l'AKP. Cette politique a échoué et aujourd'hui, en fait, en Syrie, la Turquie ne cherche plus à renverser le régime de Damas, elle cherche à consolider le bastion anatolien et surtout à lutter contre un éventuel embryon d'État kurde. Il faut bien comprendre qu'en Turquie, on a environ 20%, entre 20 et 25% de la population qui est d'origine kurde et que la création aux portes de la Turquie en Syrie d'un hypothétique État kurde sous tutelle du PKK serait une catastrophe pour Ankara parce que ça viderait de sa légitimité la République turque. Alors, Aurélien, peut-être une question pour vous. Comment la Turquie aujourd'hui est-elle perçue dans le monde arabo-musulman? Je rebondis sur ce que disait Tancrède, fort de ce positionnement en Syrie qui a été un peu variable. On peut dire que la Turquie a connu son heure de gloire dans le monde arabo-musulman à la fin des années 2000 et au début des années 2010, avec la doctrine qui était alors fortement inspirée par le conseiller de Recep Tayyip Erdogan, puis ministre des Affaires étrangères Ahmet Davutoglu, qui était une doctrine fortement tournée
vers le monde arabe, vers les voisins arabes, de réconciliation avec les pays voisins, avec l'Iran également. À cette époque, il y avait aussi la geste d'Erdogan qui parlait fort à l'encontre d'Israël, qui parlait aux populations arabes locales. Ce capital de sympathie est toujours fort dans le monde arabo-musulman, en particulier auprès des classes populaires, mais a eu tendance à s'effriter toutefois dans les dernières années. La Turquie a connu plusieurs échecs au sein du monde arabe. Elle a connu un semi-échec, en tout cas en Syrie, en échouant à aider les rebelles à prendre le pouvoir. Elle a connu également un échec en Égypte, où elle avait soutenu le gouvernement soutenu par les Arabes musulmans, le gouvernement qui a été renversé en 2013. La Turquie conserve une image qui est plutôt positive dans le monde arabe. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours encore, qui montrait que la politique étrangère turque était la plus appréciée par les pays du monde arabe, suivie d'ailleurs par la politique étrangère chinoise. Alors que les politiques étrangères les plus critiquées auraient été apparemment la politique américaine et la politique iranienne. Quoi qu'on pense de la fiabilité de ce sondage, il existe toujours une forte popularité de la Turquie, mais il est probable que son soft power a décliné, notamment depuis son échec à profiter des printemps arabes. Et alors justement, Jean-Baptiste, comment est perçue dans le monde musulman cette implication, ce soutien de la Turquie dans la guerre de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie? Est-ce qu'il y a l'idée de redorer un blason? Comment ça peut s'inscrire en dehors de l'aspect géopolitique, si on reste juste sur l'aspect, sa relation dans le monde musulman? Le monde musulman est extrêmement varié puisqu'on a déjà les sunnites et les chiites. Comme ça a été souligné, les Turcs sont des Turcs, donc ce ne sont pas des Arabes. Et il y a aussi cette opposition, cette différence entre les Turcs et les Arabes et les Iraniens également. Si on regarde du côté de l'Iran, par exemple, il y a une très grande crainte parce que les Azéris sont à la fois turcophones, donc proches de la Turquie, mais ils sont également chiites, donc proches de l'Iran, puisque l'Iran est également chiite et non pas sunnite, et vous avez à peu près 20%, une estimation d'Azéris qui sont en Iran. Et donc la crainte de l'Iran, par exemple, c'était qu'il y ait une velléité d'indépendance ou d'autonomie des Azéris présents en Iran, pour créer une sorte de continuum azéri. Donc là, il n'y a pas d'alliance de principe entre deux pays musulmans que sont l'Iran et la Turquie. Et pour les autres pays arabes, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, la Turquie a des liens forts, réels avec Israël. C'est un des rares pays musulmans de la région, sauf depuis les accords récents, c'est un petit peu changé, notamment avec l'Arabie saoudite, mais sur le temps long, c'est un des rares pays musulmans de la région à avoir des liens diplomatiques avec Israël. Donc la Turquie est un peu une île dans le monde musulman et elle a une spécificité qui fait que tout en étant musulmane, elle n'est pas vraiment une autre, elle n'a pas vraiment sa place. Elle a sa spécificité qui l'isole un petit peu du reste du monde arabe. Mais alors, comment comprendre ce front de l'est de la Turquie, nord, enfin est-nord-est? Est-ce que ça s'inscrit dans la suite du revers turc en Syrie? Comment comprendre tout d'un coup que la Turquie s'aventure dans le Caucase? Parce que l'Azerbaïdjan est vu comme étant son terrain naturel, ce sont des turcophones. Et il y a une volonté exprimée chez certains penseurs turcs de ce qu'on appelle le pantouranisme, donc de faire une grande unité de l'ensemble des populations turcophones. Et ça va jusqu'en Eurasie, jusqu'en Asie centrale, avec l'Ouzbékistan, avec le Kazakhstan, le Turkménistan, et même des turcophones qui habitent en Russie, tout au nord vers la Sibérie. Donc la Turquie peut regarder soit vers les Balkans, vers la Méditerranée orientale, soit vers son espace, on va dire, naturel par la langue, par la turcophonie, et l'Azerbaïdjan en fait partie. Et l'Azerbaïdjan a toujours été une tutelle de la Turquie. Et puis, il y a aussi un rôle très important, et on le voit notamment sur une carte, c'est que l'Azerbaïdjan a Bakou, la capitale, qui est également la ville du pétrole, il y a l'accès à la mer Caspienne, et ce qui a été permis par les accords de cessez-le-feu, c'est un corridor qui permet maintenant à la Turquie d'avoir un accès, enfin une route vers l'Azerbaïdjan et donc de là vers la mer Caspienne. Et ce qui permet donc de relier la mer Noire à la mer Caspienne avec un continuum turc. En cela, d'ailleurs, c'est une grande victoire de la Turquie. Alors, si on regarde un peu la photo d'un peu plus large, donc on a plusieurs fronts.
On a l'Azerbaïdjan, on a la Syrie, on a ce qui s'est passé en Méditerranée, on a la Libye. Déjà, un front pour un pays normalement constitué, c'est déjà important à gérer, à mener. Là, on parle de au moins 4 fronts. Comment on peut comprendre cette vision quelle est la vision stratégique de la Turquie aujourd'hui avec tous ces fronts ouverts? Qu'est-ce que la Turquie recherche? Alors, je pense que la Turquie, en fait, aujourd'hui, Erdogan se sert donc de ces conflits, de ces 5 guerres, comme d'une économie de rente. D'accord ? La Turquie aujourd'hui vit une crise économique auquel se superpose une crise sanitaire avec le coronavirus. Et pour Erdogan, il y a l'idée de toute façon que ça ne va pas prendre fin et que la Turquie a tout intérêt à donc développer donc une stratégie donc globale dans un monde qui est de plus en plus post-occidental et post-américain. Et puis, pour compléter ce que vient de dire Tancred, il y a également un souci monétaire. La monnaie turque est fragile. Il y a quelques mois, début d'année ou fin 2019, il y avait eu des frictions entre la Turquie et les États-Unis, et les États-Unis ont provoqué une chute de la monnaie turque. Il va être très intéressant de suivre la suite des événements parce que, alors je ne sais pas ce qu'en pense Aurélien Denisot ou Tancred Josserand, mais ça donne un peu l'impression que cette Turquie qui est faible à l'intérieur, avec ses problèmes économiques qui sont réels, cherche une sorte de compensation et à créer une unité nationale autour de victoires réelles en Libye et en Azerbaïdjan pour créer une unité autour d'un pays qui s'effrite. Et c'est peut-être aussi une course en avant pour essayer de gommer des difficultés économiques, sauf que la guerre ne fait qu'aggraver les difficultés économiques. On n'a jamais vu un pays se remettre d'aplomb et redresser sa monnaie avec une guerre. Alors, juste… Oui, pardon. D'autant plus qu'il faut prendre en compte également le fait qu'aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan a besoin du soutien du parti nationaliste MHP avec lequel il est allié, et que pour ce parti, des causes comme celle de l'Azerbaïdjan, par exemple, sont beaucoup plus importantes que pour le parti d'Erdogan lui-même. Il est donc obligé de donner des gages à ses alliés régulièrement. Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur cette question des ressources que vous avez évoquée, Jean-Baptiste, et qu'on s'arrête un petit peu sur ce qui s'est passé en mer Égée entre la France, enfin d'abord autour de l'île de Castellorizo, l'île grecque, et puis ensuite l'intervention française. Est-ce que peut-être, Aurélien, vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé et le pourquoi de cette tension? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a à la fois cette volonté de la Turquie de récupérer en fait le contrôle de cette zone maritime qui l'entoure. Tancred Josserand vous en parlera mieux que moi car il a beaucoup écrit sur la Mavi-Vatan. Et il y a dans le même temps, de la part de la France et notamment de la part du président Macron, une velléité, je pense, de s'affirmer face à la Turquie, de montrer que lui aussi peut, comme on dit, montrer les muscles, que lui aussi peut hausser la voix. Ce qui a entraîné, alors il faut bien voir qu'il y avait en plus entre la France et la Turquie déjà un grand nombre de tensions. Il y avait, les deux pays étaient rivaux en Libye où on soutenait des camps différents. La Turquie reprochait à la France de soutenir les forces kurdes en Syrie. Et à tout cela est venue se superposer cette crise dans laquelle Emmanuel Macron a vu finalement l'occasion aussi de jouer le porte-parole de la défense européenne, de s'imposer comme protecteur des alliés européens, ce qui l'a conduit à adopter cette position en fait, de défenseur de la légitimité grecque par rapport à l'île de Castellorizo. Mais pourquoi, Tancred, peut-être, pourquoi avoir voulu ouvrir ce front? On sait que derrière les questions juridiques d'eau, de territoire maritime, il y a des questions, si je ne me trompe, d'hydrocarbures, de gaz, l'idée de pouvoir relier aussi les zones maritimes, les eaux turques avec les eaux libyennes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, alors en Turquie, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la Mavi-Vatan, hein, de la patrie bleue, d'accord, qui a été théorisée par plusieurs amiraux turcs, qui sont d'ailleurs pas d'obédience islamo-conservatrice, mais plutôt d'obédience kémaliste. Et dans toute cette histoire, en fait, les Turcs ne se considèrent pas comme des agresseurs, mais plutôt comme des agressés. Et en fait, ils considèrent que cette théorie de la Mavi-Vatan ne fait que poursuivre la guerre de libération nationale entamée en 1920 contre les Grecs,
et aussi contre l'Occident en général. Alors, quand on regarde une carte des côtes turques, on voit que ce sont des côtes qui sont extrêmement découpées. On a plus de 8000 km, c'est très échancré. Et puis, surtout, quand on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la plupart des îles grecques sont très proches de l'Anatolie. Elles obstruent les principaux ports turcs et qu'elles sont autant en fait de rampes de lancement menaçantes en direction de l'Anatolie. Donc, les Turcs, ça, il faut vraiment le comprendre, en fait, se sentent aujourd'hui menacés. On peut dire menacés de quoi? Parce qu'il y a quand même une disproportion. D'un côté, nous avons un pays qui fait 83 millions d'habitants, la Turquie, et de l'autre, la Grèce qui ne fait que 10 millions d'habitants. Mais le problème, c'est que si on applique le droit international, et le droit international est favorable aux Grecs, la convention de Montego Bay, qui autorise un pays à élargir sa souveraineté à 22 km, ou même l'autre clause de la convention de Montego Bay qui autorise donc d'étendre une zone économique exclusive à environ donc 200 miles, eh bien la Turquie verrait toute la mer Égée fermée et elle se verrait acculée à un cul-de-sac et elle se verrait donc complètement coupée de toute relation avec le monde et surtout privée des richesses naturelles de cette fameuse mer Égée, de cette fameuse Méditerranée orientale. Rappelons que selon certaines prospections, on aurait trouvé plusieurs milliards de mètres cubes de gaz naturel. Alors pour les Turcs, la question n'est pas tant de mettre la main sur ce gaz naturel parce que son extraction est compliquée, elle est difficile, mais c'est d'empêcher qu'un seul pays puisse s'arroger donc toutes ces richesses naturelles. Et puis, il s'agit aussi pour la Turquie de s'affirmer comme puissance globale. Et pour s'affirmer comme puissance globale, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut s'affirmer sur les eaux, sur les océans. Et puis n'est-ce pas aussi la possibilité de relier par un pont marin les ressources libyennes sur lesquelles la Turquie est également à des vues assez poussées et de pouvoir créer un… Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'accord avec la Libye, c'est une réponse aux accords que la Grèce a passés avec différents pays. Chez les Chypriotes grecs ont passé des accords avec les Israéliens, avec les Égyptiens, et à chaque fois dans ces accords, la Turquie était exclue. Donc la Turquie a dit, écoutez, on va passer dans ce cas-là nos propres accords bilatéraux avec d'autres pays, notamment des pays alliés, et donc le régime de Tripoli. D'accord, parce que vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais la question juridique des eaux territoriales n'est pas aussi simple. Côté occidental, on a l'impression que les Grecs ont raison. Ils revendiquent 6 ou 12 000 des côtes, ce qui leur donne une zone gigantesque. Et la Turquie invoque la zone, je ne sais plus comment ça s'appelle, la zone économique exclusive. Exclusive. Alors, pour les Turcs, en fait, ce qu'on appelle la zone économique exclusive, ce serait la prolongation, ce serait ce qu'on appelle le plateau continental. Et pour les Turcs, le plateau continental, en fait, recoupe toute une zone en bordure de l'Anatolie où il y a les fameuses îles en possession des Grecs, les îles, par exemple, de Castelruizo, de Lesbos, de Chios. Et donc, pour les Turcs, qu'elles reviennent à la Grèce, ces îles, ça ne pose pas de problème, mais il faudrait qu'elles soient démilitarisées. Et il faudrait que donc, cette zone économique exclusive turque puisse également les englober, mais sans remettre la souveraineté grecque en cause en tant que telle sur ces îles. Alors je sais c'est assez compliqué, mais c'est très très imbriqué. Moi-même, je suis passé plusieurs fois à côté de Castelruizo. Castelruizo, c'est juste à côté du rivage grec, à quelques centaines de mètres. Et quand on est en Turquie, avec son téléphone portable, on capte le réseau grec. Alors, je voudrais qu'on poursuive ce que vous avez, Tancred et Aurélien et Jean-Baptiste, évoqué notamment sur la Syrie et ce soutien de la Turquie aux djihadistes, aux frères musulmans. Et je voudrais qu'on aborde maintenant la question plus large, la question religieuse en Turquie. Et Patrice, je vais te passer la parole. Tu as habité 2 ans à Istanbul il y a de cela peu de temps. Tu es un fin connaisseur de l'Orient, des religions. Est-ce que tu peux nous dresser un petit panorama de la situation religieuse en Turquie? Le pape Benoît XVI disait que la Turquie était la terre sainte de l'Église.
en raison de son histoire, en raison de la civilisation, en raison de son empreinte. Hein, quelques villes comme Chalcédoine, par exemple, Constantinople, y font penser. Nous sommes dans un pays donc de 83 millions d'habitants, nous l'avons dit, avec un islam sunnite important et majoritaire, environ 65% environ, oui. 4% de chiites, des alévis qui comptent environ 15 à 18 millions de personnes, et des chrétiens et des juifs. Et souvent, on dit, voilà, cette terre que fut la terre sainte de l'Église voit sa population chrétienne eh bien, fuir. C'est vrai, mais pas seulement. Par exemple, les Juifs, la communauté juive, qui comptait encore en 2016 15 000 personnes, a vu 9 000, une communauté a vu 9 000 personnes partir en peu de temps. Dans le même temps, le président Erdogan a construit dans les 10 dernières années 17 000 mosquées. Ce n'est pas rien. Hein. Sur le papier, les minorités chrétiennes sont reconnues, sauf que les alévis, les protestants, les catholiques latins n'ont aucune reconnaissance juridique. Par exemple, le vicaire apostolique d'Istanbul ne peut pas ouvrir un compte au titre du vicariat apostolique. Hein. Il n'existe pas comme réalité. Hein. Les protestants, bon, il n'existe pas. Dans sa partie orthodoxe, Erdogan ne veut surtout pas que le Fanar, ce quartier historique, et parce qu'il a abrité une grande majorité de Grecs, ne veut surtout pas qu'il soit un mini-Vatican. C'est le siège du patriarche Bartholomée. Du patriarcat, oui, c'est ça, du patriarcat œcuménique où réside le patriarche Bartholoméos. Là encore, c'est une communauté qui souffre, qui a vu sa population décroître énormément. Et tu disais tout à l'heure, tu faisais écho à Sainte-Sophie et à Saint-Sauveur-in-Cora. Mais il y a une autre petite église dont on parle peu dans le quartier de Fatih, qui est une église avec des mosaïques, de très belles mosaïques comme à Saint-Sauveur-in-Cora, qui est en train d'être restaurée et qui est en train de devenir une mosquée. Donc, le quartier Fatih, c'est le quartier, on va dire, un peu fondamentaliste derrière le Fanar. Bon. Et il y a aussi un autre point qui est un point de souffrance pour la communauté orthodoxe et pour la communauté chrétienne en général, c'est la fermeture en 1971 du séminaire de Halki, dans l'une des îles aux Princes, qui est le séminaire orthodoxe où l'on forme les prêtres et les théologiens du patriarcat œcuménique. Oui, parce qu'il n'y a pas ou très peu, il n'y a plus ou très peu de prêtres d'origine turque hein, aujourd'hui. Ce sont que des prêtres venant de l'extérieur quasiment. Oui, comme la communauté a fondu, cette communauté est vieillissante, elle ne peut pas former ses prêtres, donc elle les forme au Mont Athos ou elle les forme en Russie. Et donc aujourd'hui, pour être patriarche œcuménique de Constantinople, si l'impétrant n'a pas la nationalité turque, il ne peut pas, parce que devenir patriarche. Et d'ailleurs, l'État turc s'occupe de près ou de loin, on l'a bien vu avec l'élection du dernier patriarche arménien apostolique, s'occupe de près et de loin, mais plutôt de près, de toutes les élections et de toutes, plus ou moins, les nominations. Il est, bien que ce soit un pays laïque, il est là. En deux mots, Patrice, est-ce que tu peux nous dire comment la communauté chrétienne, les
400 ou 500 000 chrétiens qui vivent en Turquie, qui sont donc de confessions différentes. Comment ils perçoivent, ils ressentent cette montée d'un islam un peu plus dur, si on peut dire. La communauté est petite, mais elle est active. Hein. Elle le reçoit difficilement. C'est un mauvais signal pour les minorités. Hein. Pour ces minorités, je disais tout à l'heure, les Grecs orthodoxes, ils sont passés de 150 000 à 2500. Hein, et la communauté chrétienne en son ensemble de 20% à 0,2%. Donc, quel est le signal qu'on donne à ces chrétiens qui ne font plus partie maintenant des grandes masses, mais 0,2%, c'est un très mauvais signal. En revanche, il y a aussi un signal qui est important, c'est que l'État turc a consacré en 2019 plus de 2 milliards de dollars à la direction des affaires religieuses. Ce que je note aussi, c'est qu'il y a, malgré la construction des mosquées, des nombreuses mosquées en Turquie, il y a en même temps une désaffection, surtout auprès des jeunes, de la foi. On aurait pu penser que le port du voile ces dernières années ait pris vraiment le pas. Or, il y a juste 1% de plus de personnes, de femmes qui portent le voile en Turquie. Mais ce que je remarque aussi, c'est que s'il y a un désintérêt ou un fléchissement de la pratique religieuse en islam, il y a aussi beaucoup de jeunes musulmans, enfin de jeunes turcs, qui rentrent dans les églises, à la rue Istiklal par exemple, ils s'assoient, ils écoutent les homélies, ils viennent mettre des cierges, ils sont intéressés. Alors, merci Patrice. J'aimerais rebondir, Aurélien, peut-être. Lors de la transformation de la basilique Sainte-Sophie en mosquée, on a vu cette image d'Erdogan avec le chapeau sur la tête, à genoux, en train de prier. Atatürk doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Eh bien, en effet, en Europe, c'est un geste qui a été perçu souvent comme une provocation envers les chrétiens, comme une provocation envers la Grèce. Il y a eu des protestations d'associations chrétiennes. On a eu l'impression que c'était une humiliation pour les chrétiens de Turquie. Il faut bien voir que dans un contexte turc, la réouverture de Sainte-Sophie était aussi, notamment comme signal pour l'AKP, une forme de règlement de compte avec l'héritage kémaliste, ou en tout cas une manière de revenir sur cet héritage kémaliste, puisqu'il faut rappeler que Sainte-Sophie était une mosquée jusqu'à ce qu'Atatürk en fasse un musée. C'est un point et finalement la réouverture de Sainte-Sophie en mosquée est un point qui a plutôt, je pense, fait consensus. Tancrède pourra vous en parler sur cet aspect. Tancrède, peut-être Oui, effectivement. Alors, il faut comprendre aussi que pour les musulmans, pour les Turcs, cette mosquée de Sainte-Sophie, elle est extrêmement importante sur le plan des symboles. Il y a un hadith dans le Coran où Mahomet promet la gloire au conquérant qui prendra cette église et la transformera en mosquée. Et entre 1453 et donc les années 30, cette mosquée de Sainte-Sophie a été le symbole en fait de la connexion entre l'universel et la turcité. La Turquie était le porte-flambeau de l'islam, c'est la Turquie qui a sauvé le monde musulman lors des croisades donc de l'Occident, c'est elle qui l'a protégé ensuite et qui avait créé cet gigantesque empire de 22 millions de kilomètres carrés à son apogée, cet empire cosmopolite. Et lorsque Mustafa Kemal a créé la République en 1923, il a voulu déconnecter cette nation turque de l'islam, déconnecter le local, le particulier de l'universel. Et pour cette raison, il a pris cet acte très fort, cet acte symbolique dans les années 30, où il a donc sécularisé ce lieu de culte. Bon. Mais aujourd'hui, pour les Turcs et pour les islamo-conservateurs, la période républicaine, la parenthèse kémaliste, elle est terminée. La Turquie n'a plus de politique autarcique. La Turquie veut renouer avec la grandeur passée. Donc, il n'y a aucune raison que cette mosquée que Sainte-Sophie
ne redevienne pas une mosquée. Et d'ailleurs, quand on voit dans les enquêtes d'opinion, dans les enquêtes d'opinion, toute la population turque, dans tous les secteurs de la société, que ce soit des kémalistes, des nationalistes ou des islamistes, soutiennent cette décision. Et elle n'a pas rencontré beaucoup d'opposition, sauf effectivement en Occident. Alors, je voudrais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Thierry, tu posais la question à savoir comment réagit la communauté. Je donne juste 2 phrases de ce qu'ont dit les évêques turcs. Enfin, les évêques, pas turcs, mais les évêques de Turquie. Bien que nous souhaitions que Sainte-Sophie conserve son caractère de musée, il ne nous appartient pas d'intervenir, ni même de donner notre avis sur une décision qui concerne uniquement la République de Turquie. Alors, on pourrait dire, voilà, les évêques de Turquie, de la conférence épiscopale catholique de Turquie, ne se mouillent pas beaucoup. Et ils sont assez pusillanimes. Mais comment faire dans un pays qui est un pays où tout est contrôlé, tout est écouté, tout est entendu, où il ne faut pas faire justement de vagues? Bien, moi, j'étais proche des évêques de Turquie, du patriarche Bartholomé, et le mot d'ordre, c'est « on ne fait pas de vagues, on se tait ». Et d'ailleurs, il vaut mieux faire attention dans la rue et dans les restaurants ou les bars, de savoir à qui tu parles, comment tu parles et comment tu parles. Ce qui me rappelle un petit peu ce que je vivais en Syrie. Quand on prend un taxi en Syrie, ou on prenait un taxi en Syrie, il fallait parler du football, du beau temps, du football. Hein. Et là, il faut faire attention, sauf que il y a quelques paroles qui se libèrent, et même dans les chants, puisqu'il y a quelques Turcs qui chantent Bella Ciao en turc, quelques paroles qui se libèrent malgré tout, mais l'usage est plutôt de faire attention. Donc les évêques, ils ne font pas de vagues. Voilà. Ils le regrettent, mais ils ne font pas de vagues. Alors, si je ne me trompe pas, Erdogan, il y a quelques années, n'était pas pour la transformation de cette basilique. C'est assez récemment qu'il a été dans ce sens. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une ambition d'être le porte-drapeau d'un islam politique, d'un islam conquérant? Est-ce que le symbole n'est pas celui-ci, Jean-Baptiste? Oui, il y a un enjeu qui est mondial, c'est-à-dire qu'il y a la Turquie, bien évidemment, il y a la Méditerranée orientale, mais au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on a vu en Irak et en Syrie avec l'État islamique. Aujourd'hui, on a un autre État islamique dans le Sahel, et donc il y a une concurrence des pays musulmans entre eux, et Erdogan peut être la tête visible, donc à défaut d'avoir le soutien de tous les Turcs, il peut avoir le soutien d'une partie des Arabes, et notamment ce qui s'est joué en Libye, c'est une opposition aussi contre l'Arabie saoudite et contre la vision wahhabite de l'islam. Et puis, c'est aussi une question de choc des civilisations, en tout cas d'affrontement des civilisations. Ça a été dit tout à l'heure à quel point la Turquie était le berceau du christianisme. Les premiers conciles œcuméniques, le tout premier concile de Nicée, c'est la banlieue de Constantinople. Tous les conciles œcuméniques des premiers temps sont tous déroulés en Turquie. Le concile de Chalcédoine, c'est en Turquie. Éphèse, où on a la première église dédiée à la Vierge Marie, c'est une ville romaine aujourd'hui en Turquie. Antioche, où le nom de chrétien a été donné pour la première fois selon les Actes des Apôtres. Antioche est une ville qui est aujourd'hui en Turquie. Donc, aller en Turquie, c'est revenir aux origines du christianisme et voir dans les villes et dans les sites archéologiques là où le christianisme est né, dans des lieux et également dans des personnes. Je pense à Smyrne, par exemple. On a les premiers pères de l'Église, pour une très grande partie, viennent d'une région qui est la Turquie actuelle. Donc, il y a non seulement un mot donné à l'égard des musulmans, mais aussi au reste de l'Europe, et en montrant qu'on est bien dans cet affrontement, dans cette guerre de civilisation entre un monde chrétien et un monde musulman, même si ces deux mondes sont extrêmement variés
extrêmement fracturé, et même s'il n'y a pas d'unité ni chez les uns ni chez les autres. Et puis, enfin, un troisième dernier point, c'est la question aussi du dialogue avec la diaspora turque, et notamment l'importance de cette diaspora en Allemagne et en France. Et Erdogan donne aussi des gages à cette diaspora en activant chez eux le nationalisme. La diaspora turque n'a pas été toujours pro-Erdogan ou pro-islamiste. À une époque, les diasporas turques, dans les années 70-80, c'était des gens qui avaient été exclus par le régime, donc qui étaient plutôt opposés au régime turc. Et Erdogan a réussi à en faire des alliés, à tel point qu'aujourd'hui, la diaspora turque vote beaucoup plus pour Erdogan, en pourcentage, que les Turcs eux-mêmes. Et donc, ce qui se passe à Sainte-Sophie, c'est aussi un message politique envoyé aux Turcs qui sont aujourd'hui en Europe. Alors justement, on vient de parler des soutiens extérieurs, de l'islam et de la diaspora turque. Je voudrais qu'on aborde peut-être maintenant la question plus de politique intérieure. Est-ce qu'Aurélien, vous pouvez nous dresser un panorama de la réalité intérieure de la Turquie sur le plan politique, sur le plan social, et quels sont en réalité les soutiens qu'Erdogan a aujourd'hui à l'intérieur? Sur le plan politique et sociologique, aujourd'hui, la figure du président Erdogan est devenue tellement clivante qu'en réalité, tout se centre sur sa personne. Si je voulais schématiser, je pourrais dire qu'on a trois fragments de l'opinion. Vous avez un gros tiers de la population turque qui est une population plutôt conservatrice, qu'on va trouver en Anatolie, qu'on va trouver dans les banlieues populaires des grandes villes, qui est un socle solide de soutien à Erdogan et à son parti AKP. C'est une population qui a toujours soutenu Recep Tayyip Erdogan depuis le début et qui lui reste globalement fidèle. C'est le socle sur lequel il s'appuie notamment à chaque échéance électorale. Vous avez à l'inverse un autre fragment de la population qui pourrait représenter un tiers plus modeste peut-être, qui est une population plus occidentalisée, plus européanisée, qu'on va trouver notamment parmi les populations des centres-villes, qu'on va trouver sur les côtes, qu'on va trouver chez une certaine jeunesse intellectuelle. C'est une population qui est très attachée à l'héritage kémaliste et à la laïcité, qui va se revendiquer laïque, républicaine, éventuellement progressiste. C'est une population qui a toujours, elle, été hostile à Recep Tayyip Erdogan et qui n'a pas changé, qui l'est depuis son accession au pouvoir. Et puis, vous avez une troisième portion de la population qui est peut-être la plus intéressante parce que c'est finalement celle qui constitue une bascule. C'est une population assez hétéroclite qui regroupe des libéraux, des européistes, des hommes d'affaires, une partie des Kurdes aussi qui souhaitaient voir une libéralisation culturelle. Vous avez des jeunes qui sont nés dans des familles plutôt conservatrices mais qui ont grandi, eux, dans un contexte plus sécularisé. Et tous ces gens ont pour point commun d'avoir été plutôt soit séduits, soit en tout cas indulgents envers l'AKP lors de son accession au pouvoir et tout au long des années 2000. Et aujourd'hui, de s'en détourner à mesure que s'aggrave d'une part la crise économique et d'autre part qu'augmente l'autoritarisme. Donc tous les enjeux, en fait, c'est de savoir jusqu'où cette désaffection peut affaiblir le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, où est-ce qu'il peut récupérer des soutiens, par exemple parmi les nationalistes, et enfin, comment est-ce que l'opposition, elle, peut profiter de cette désaffection pour récupérer ces fragments déçus de l'électorat. Donc, si je comprends bien, Erdogan a besoin du soutien d'autres pour continuer à exercer totalement son pouvoir. Quand il se lance dans une diatribe contre Macron en lui demandant de vérifier sa santé mentale, à qui il parle en fait? À qui il envoie ce message? C'est pour séduire qui? Je pense qu'il y a deux cibles lorsqu'il agit ainsi. Il y a d'une part un électorat très conservateur qui pourrait être déçu par certaines décisions à venir, par exemple par une éventuelle réconciliation avec l'Égypte ou avec Israël, et qui a besoin d'être rassuré par ce genre de provocation finalement assez facile. Et d'autre part, à une partie de l'électorat turc en Europe, qui se trouve en Europe et qui est souvent beaucoup plus conservateur que les Turcs de Turquie. Je parle uniquement par rapport aux populations turques qu'il cherche à séduire, puisqu'il y a aussi bien sûr une espèce de tentative de soft power à l'égard du monde arabo-musulman. Donc, un coup, il va essayer de séduire cet électorat avec cette rhétorique assez facile, finalement, contre les caricatures du prophète, etc. Un autre coup, il va au contraire essayer
de consolider l'alliance avec les nationalistes en reprenant l'idée de la Mavi Vatan ou en soutenant ostensiblement l'Azerbaïdjan. Tancred, moi j'ai envie de vous poser deux questions. La première, c'est sociologiquement aujourd'hui les kémalistes en Turquie, qui sont-ils et quelle est leur attitude majoritairement à l'égard d'Erdogan? Alors, je vais reprendre l'analyse d'Aurélien. Effectivement, en Turquie, nous avons trois Turquies. Nous avons les Turcs noirs, ces Turcs conservateurs et musulmans qui occupent le plateau d'Anatolie centrale et qui votent majoritairement pour l'AKP. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les Turcs blancs, donc ces Turcs kémalistes qui occupent l'ouest du pays, qui en général sont des Européens, des Slaves islamisés. Mustafa Kemal en était un, puisqu'il était né à Salonique, en Grèce. Et puis nous avons donc ces fameux Turcs gris qui sont entre les deux et qui sont les produits de ces 20 ans d'ère AKP, de ces 20 ans d'ère de développement économique qui a vu le PIB par tête d'habitant tripler et donc la Turquie s'enrichir, mais aussi les mentalités s'est évoluer. Alors, ces Turcs kémalistes, comme je l'ai dit, on les trouve majoritairement dans les centres-villes d'Istanbul, d'Ankara, bien entendu sur la côte égéenne. C'est une sociologie qui est très marquée. Comme je l'ai dit, beaucoup descendent, ont des attaches en Europe. On rencontre des Bulgares, des Bosniaques, notamment dans l'administration d'État, dans l'establishment militaro-kémaliste. Je me souviens avoir croisé parmi les diplomates et les ambassadeurs, des ambassadeurs qui descendaient de vieilles familles bosniaques. Bon. Et le problème, c'est qu'ils sont un peu dans un ghetto sociologique, c'est-à-dire que le Parti républicain du peuple, le CHP, le parti pour lequel ils votent et qui les représente, fait en général entre 20 et 30% des voix, mais n'arrive pas véritablement à déboucher en dehors. Alors, ça a un peu évolué ces dernières années, puisqu'ils ont un nouveau leader en la personne du maire d'Istanbul, İmamoğlu, qui a su un peu élargir ce socle, cette base électorale, en s'adressant à ces fameux Turcs noirs, en leur tendant la main et en disant que les kémalistes avaient eux aussi évolué sur la laïcité, qu'ils ne défendaient plus une stricte laïcité autoritaire, mais plutôt une laïcité plus ouverte, plus tolérante. La preuve, le CHP, le Parti républicain, ne s'est pas opposé à la conversion de Sainte-Sophie en mosquée. Et on a vu même, au moment des élections municipales l'année dernière, certains maires qui avaient du Parti républicain, du Parti kémaliste, prêter serment sur le Coran. Bon. Et c'est peut-être effectivement la formule gagnante pour ce parti kémaliste pour les années qui vont venir, c'est-à-dire délaisser le terrain culturel, il y a donc la lutte contre l'islam politique, pour s'approprier justement les demandes concrètes des citoyens turcs dans le domaine économique et social. Et là, il y a peut-être effectivement une voie nouvelle qui s'ouvre pour l'opposition en Turquie. Jean-Baptiste, en 2016, il y a eu une tentative de coup d'État avec, il s'en est suivi une purge terrible, entre 50 000 à 100 000 arrestations d'employés de l'administration, d'hommes politiques, de journalistes, etc. Quelle trace ça a laissé dans la population, cette grande purge? C'était une rupture, notamment pour Erdogan. Ça lui a permis de rompre avec le mouvement de Gülen, les goulénistes, et ça a été aussi l'occasion de purifier, en quelque sorte, l'administration, l'armée, donc d'éliminer les opposants et de mettre des gens qui étaient favorables. Donc ça a été un véritable tournant. Ça lui permet également d'avoir davantage de pouvoir et de contrôle de la situation. Et puis, on a vu aussi à cette occasion à quel point la Turquie pouvait être fragile, puisque le système démocratique ne fonctionnait plus, puisqu'il y avait un coup d'État qui était organisé. Donc, ça a aussi renforcé les personnes favorables à Erdogan, qui ont vu que celui-ci pouvait être menacé de l'intérieur par un coup d'État. Il y a toujours eu en Turquie cette opposition entre les mouvements religieux, islamistes, et l'armée qui est kémaliste, qui est laïque. Et là, cet affrontement entre une partie de l'armée et Erdogan s'est soldé par la victoire finale d'Erdogan. Ça s'est finalement bien terminé pour lui, parce que ça lui permet de reprendre davantage de pouvoir, mais il aurait pu être renversé. Et après tout, rien ne nous dit que dans quelques années, s'il est un peu plus affaibli, s'il a moins de soutien dans l'opinion, peut-être sera-t-il lui-même renversé. Erdogan était très marqué par un événement qui a eu lieu dans son enfance,
où un des anciens premiers ministres, pour qui son père avait une grande admiration, a été renversé et assassiné, condamné à mort. Et ça l'a profondément marqué. Donc le renversement du chef d'État et éventuellement sa condamnation à mort est quelque chose qui n'est pas impossible. Et c'est une issue qui n'est pas inenvisageable pour les années qui viennent. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, Jean-Baptiste, et puis ce sera l'occasion de… Je vois le temps qui tourne. Vous avez évoqué cet autoritarisme. On a évoqué plusieurs fronts importants sur le Caucase, en Syrie, en mer Égée, en Libye. On a parlé de cette volonté d'être un peu le chef de file d'un islam politique. Finalement, j'ai envie de vous poser la question ouverte à vous quatre. Quelles sont les craintes et les espoirs pour demain, pour la Turquie? Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? De s'inquiéter de quoi? Et quels peuvent être les signes d'espoir? Bon, je vais me lancer comme ça. Signe d'espoir, d'abord, le pire n'est jamais certain. Au-delà des rodomontades, il y a quand même les réalités qui sont là. C'est-à-dire que gagner en Libye avec des drones, c'est une chose. Affronter Chypre, membre de l'Union européenne, affronter la Grèce, membre de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est autre chose. Donc, on peut supposer que des personnes rationnelles ne vont pas engager un conflit direct. Il y a les fragilités économiques de la Turquie qui sont réelles et qui ne sont pas réglées. Donc, la question va être posée, à mon avis, plutôt autour de la légalité du contrôle maritime. Et pour cela, pour que ce soit réglé d'un point de vue légal, notamment au niveau des instances internationales, il faut que la Turquie reste dans la légalité internationale. On peut avoir des frictions, on peut avoir des dérapages qui conduisent peut-être à un affrontement armé, peut-être un jour à un affrontement entre bateaux, mais on peut malgré tout penser que entre la Russie qui est au nord, qui veut absolument éviter un débordement, l'Iran également, et puis malgré tout la protection de l'Union européenne qui protège la Grèce et Chypre, que la Russie soit quand même assez, la Turquie est quand même assez bordée. Est-ce que la Turquie est toujours légitime dans l'OTAN? La question, c'est plutôt, est-ce que l'OTAN est toujours légitime? Et finalement, à quoi ça sert l'OTAN? On n'est plus à l'époque où la Turquie était un porte-avions pour envoyer des avions ou des missiles sur l'URSS qui était à 2 pas. Donc, pour l'instant, on ne sait pas vraiment à quoi sert l'OTAN. Alors, s'il s'agit de bombarder la Libye, comme en 2011, la Turquie est pleinement légitime. S'il s'agit de bombarder l'Irak, comme en 2003, la Turquie est très utile aussi parce que c'est une tête de pont. Donc, à cet égard-là, en plus, Joe Biden a promis que l'Amérique était de retour et qu'elle allait être de nouveau le phare du monde. Donc, peut-être que ça veut dire, dans le langage diplomatique américain, qu'on va de nouveau avoir une démocratie imposée par les bombes, auquel cas la Turquie va retrouver son rôle de porte-avions au milieu du Moyen-Orient. Patrice, quelles sont tes craintes et tes espoirs pour la Turquie? Il y a un mois, Concernant la Turquie. je discutais avec 2 jeunes Palestiniens musulmans de Gaza et je parlais de cet homme Erdogan, mégalomane et un peu fou. Et ils m'ont dit Wallah, mais il n'est pas fou, c'est notre champion. Et je crois qu'il y a cet imaginaire au Proche et au Moyen-Orient où on cherche un chef, un Raïs, hein, un champion un peu à la Saladin. Hein, quel sera notre champion? Et voilà qu'Erdogan, lui, essaye d'être celui qui, au moins dans le monde sunnite, d'être celui qui fait face et qui peut faire plier là ou mettre un genou à terre. À l'Occident, par exemple, Sainte-Sophie. Mais on parle beaucoup de Sainte-Sophie, mais moi, je voudrais dire que c'est plus un grand tout, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le séminaire, avec Saint-Sauveur, avec l'église à Fatih, un plus grand tout. Mes désirs pour la Turquie, ce serait qu'elle rentre vraiment plus en profondeur pour faire respecter les minorités, pour faire respecter les droits de l'homme. Les communautés aussi. Hein. Dès lors que ça bouge dans la rue Istiklal, tout de suite la police elle est là, l'armée est là. Donc on est
en dedans et en dehors, on accepte et on défend. Par exemple, la communauté LGBT en Turquie, qui est tolérée, n'est pas si tolérée que ça. Hein. Et quand il y a des manifestations, souvent ces mêmes manifestants sont resserrés dans des rues et sont pris en nasse. Et il ne fait pas très bon d'être de la communauté LGBT en Turquie. Moi, je crains que la communauté juive et la communauté chrétienne continuent à quitter la Turquie. Malgré tout, comme je disais tout à l'heure, la communauté chrétienne dans son ensemble, au niveau œcuménique, au niveau du dialogue interreligieux, au niveau du dialogue avec les soufis, par exemple les dominicains et les franciscains d'Istanbul, fait un travail admirable. Et au niveau social aussi, la Caritas, et pas simplement la Caritas. Donc, c'est une église qui se sclérosée, qui a diminué, mais qui quand même a une forte présence malgré tout. Et C'est ton espérance. j'invite les personnes à ne pas avoir peur d'aller en Turquie, parce que c'est un beau pays, les gens sont sympathiques, et la Turquie mérite vraiment d'être visitée et les peuples de Turquie rencontrés. Donc voilà. Je confirme, c'est totalement vrai. Aurélien Oui. Delisol, je vous pose la même question. Crainte et espoir pour la Turquie? Deux éléments à surveiller qui inspireront la crainte ou l'espoir selon le point de vue duquel on se place. Le premier, c'est de savoir jusqu'où Recep Tayyip Erdogan pourra maintenir son alliance avec le parti nationaliste MHP. Est-ce qu'il sera capable de consolider un bloc qui sera à la fois conservateur et nationaliste et sur lequel il pourrait s'appuyer, par exemple, pour les échéances électorales à venir? Est-ce qu'au contraire, par exemple, si le leader du Parti nationaliste venait à décéder, est-ce qu'il y aura un changement dans cette alliance? C'est un élément à surveiller, sachant le poids que ce parti joue sur la politique étrangère turque. Et deuxième élément, qui sera sûrement appréhendé comme un élément d'espoir, bien remarquer que les nouvelles générations qui arrivent à maturité en Turquie ont un niveau de modernisation et de sécularisation qui est encore inédit dans le pays. Moi, depuis plusieurs années, je rencontre des gens qui ont la vingtaine, qui arrivent à la trentaine et qui me disent qu'ils sont déistes, qui sont agnostiques, qui ne pratiquent plus l'islam, qui s'intéressent aux autres religions. Patrice a bien évoqué cette curiosité, par exemple, pour les églises. C'est un élément qui est à la fois inédit, je pense, dans la sociologie du peuple turc, d'une part, et qui fait de la Turquie un pays quand même à part par rapport aux autres pays du Moyen-Orient. Cette nouvelle génération est un capital politique sur lequel des forces différentes peut-être de l'islamo-conservatisme d'Erdogan pourraient s'appuyer pour l'avenir. Quelle est la date de la prochaine élection nationale en Turquie? Officiellement, on devrait avoir quelque chose en 2023. Mais en Turquie, on a toujours des rumeurs d'élections anticipées, rumeurs qui parfois sont totalement infondées et qui parfois se vérifient. Merci. Tancred, même question. Crainte et espoir. Alors pareil, je vais reprendre un peu les mêmes conclusions qu'Aurélien. Dans le domaine de la politique étrangère, je pense que la Turquie aujourd'hui en fait annonce l'émergence d'un monde nouveau et que ce n'est pas tant un choc entre le christianisme et l'islam, mais plutôt un choc entre d'un côté un Occident qui est vieillissant, qui a peut-être effectivement fait son temps, et de l'autre les humiliés de l'histoire, comme dirait Bertrand Badi, qui prennent leur revanche, donc de vieilles nations, de vieux empires. Je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense à la Turquie. Et on voit d'ailleurs que ces trois pays aujourd'hui nourrissent plus qu'une complicité stratégique et que donc on s'achemine de plus en plus vers un monde post-occidental, vers un monde multipolaire. Et sur le plan intérieur pour la Turquie, même conclusion qu'Aurélien, toute l'ambiguïté du programme de l'AKP, c'est que c'était un programme libéral et conservateur. Conservateur sur le plan sociétal, c'est-à-dire respect de la famille, des traditions, des valeurs organiques, mais en même temps libéral sur le plan économique. Et qu'est-ce que c'est que le libéralisme économique? Eh bien, c'est tout le temps la rupture, c'est l'idée donc de progrès et quelque part aussi l'idée de mouvement et de rupture avec le passé et toute forme de tradition ordonnée. Eh bien, au bout de 20 ans de gouvernance AKP,
eh bien, on le voit bien, les mentalités ont changé. Comme l'a dit Aurélien, on voit de nouvelles générations qui ont éclos. Et c'est les enfants des dirigeants de l'AKP aujourd'hui ne vont plus à la mosquée. Ils sont davantage intéressés par ce qui se passe sur leur smartphone. Ils ont une plus grande ouverture vers le monde et ce sont sans doute eux qui feront la Turquie de demain. Merci. Alors, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, hein, l'Europe et la Turquie. On a évoqué un peu la diaspora turque en Europe, mais c'est aussi un sujet. Nous arrivons au terme de cette conférence débat. Alors, je vous invite maintenant à poser vos questions. Je vois qu'il y en a qui commencent à arriver. À poser maintenant vos questions en direct. Vous avez en bas de votre écran un petit module qui s'appelle Q&R ou converser selon les versions. Donc, vous pouvez rédiger vos questions et je vais les lire en direct. Alors, il y a déjà une question de Michel Nakeradigué qui demande « Les kémalistes ont toujours empêché, y compris par des coups d'État militaires, la création d'une social-démocratie. Le travail qu'elle aurait fait a été fait par les islamistes vis-à-vis de la population. Y a-t-il aujourd'hui une place pour une vraie social-démocratie et qui pourrait la diriger ?» Qui veut répondre? Alors, je veux bien répondre. Oui. Alors, là, on touche toute l'ambiguïté de la gauche turque. C'est-à-dire que dans cette gauche turque, en fait, on a deux courants, on a deux ailes. On a une gauche qui est profondément nationaliste et kémaliste, qui tient un discours très années 30, très promotéen, comme on dit. Et c'est sûr qu'en France, en Occident, ce ne serait pas un discours qui serait considéré comme étant de gauche et progressiste. Et puis, de l'autre côté, effectivement, nous avons un courant qui est plus social-démocrate, mais cette gauche progressiste, qui a longtemps été influencée par le marxisme, a été complètement décapitée par les coups d'État militaires successifs et surtout par le coup d'État militaire de 1980, où la plupart des gauchistes turcs se sont retrouvés emprisonnés ou exilés. Et la gauche turque n'a jamais pu, la gauche progressiste, en tout cas, la gauche, on dirait libérale libertaire, n'a jamais pu tellement s'en relever. Donc c'est pour cette raison qu'une gauche telle qu'on la connaît en Occident, un parti kémaliste qui ressemblerait au Parti socialiste, eh bien ça n'existe pas encore en Turquie. Alors, deux questions presque en une. Une question de Jacques Boucherie. Est-il exact que la Turquie contrôle les mosquées françaises? Et une question de Martin. Quelle est l'influence de la Turquie en France? Financement de mosquées, imams, etc. Et sur un autre plan, les loups gris que l'on a vus récemment en action contre les Arméniens en France. Oui, ce sujet-là, sur les mosquées, alors, il peut y avoir des mosquées qui sont financées par de l'argent turc, mais c'est minoritaire. La plupart des mosquées en France dépendent soit de l'Algérie, soit du Maroc, ce qui est lié à la diaspora musulmane que l'on a en France. Sur la question des loups gris, c'est un sujet qui est assez complexe parce que c'est une organisation qui est assez particulière. C'est un mélange d'associations intellectuelles. Leur vrai nom, c'est le Foyer des jeunes idéalistes. C'est un très beau nom d'ailleurs, Foyer des jeunes idéalistes. Donc il y a un côté philosophie intellectuelle et puis un côté aussi criminalité. Donc il y a un mélange des deux. Ils sont très présents en Allemagne. On les a vus ressortir sur la scène internationale lors d'affrontements qu'il y a eu à Vienne, Vienne en France, notamment contre les Arméniens. Mais pour l'instant, cette influence en France est encore assez limitée. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment les interdire, comme ça a été fait, parce que c'est plusieurs associations. Donc, si vous en interdisez une, il y en a d'autres qui vont fonctionner, qui vont prendre le relais. Donc, on ne peut pas interdire une communauté d'idées intellectuelles. En tout cas, l'islam turc n'est pas, en France du moins, majoritaire, parce que la diaspora turque n'est pas majoritaire parmi les diasporas musulmanes. Merci. Alors, une question de Régine. Peut-on dire que la Turquie a soutenu les djihadistes en Syrie? Qui veut répondre à cette question? Aurélien, peut-être? Alors oui, il y a eu non pas forcément un soutien ouvert des djihadistes en Syrie, mais d'abord il faut voir qu'est-ce qu'on entend par djihadiste, c'est-à-dire est-ce qu'on parle de l'État islamique qui est lui-même un phénomène interne au sein des mouvements djihadistes, ou est-ce qu'on parle d'un mouvement comme par exemple Hayat Tahrir al-Sham qui pour le coup est un autre groupe djihadiste qui a été clairement soutenu par la Turquie avec l'idée que notamment Bachar al-Assad à l'époque était l'adversaire à renverser en priorité. Il faut bien se remettre dans le contexte aussi du début des années 2010 où la Turquie partageait avec un certain nombre de pays
avec la France, avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, avec le Qatar. À l'époque, il y avait cette idée qui faisait consensus, y compris chez les Occidentaux, selon laquelle Bachar al-Assad, en fait, était l'ennemi prioritaire et qu'il fallait s'appuyer sur la rébellion pour aider à le renverser, sans être vraiment très regardant sur ce qui circulait à l'intérieur de cette rébellion. La fracture a eu lieu à partir de 2013-2014, dans le sens où les Occidentaux ont commencé à regarder du côté des forces kurdes, en se disant que ça pouvait être des alliés sur place, alors qu'au contraire, pour la Turquie, ces forces kurdes représentaient une menace existentielle qui était équivalente à la menace posée par l'État islamique. Et si la Turquie a pu instrumentaliser au début l'État islamique y compris contre ces forces kurdes, par la suite, la Turquie a adopté une politique qui revenait en fait à rejeter les deux, mais il est indéniable qu'elle s'est appuyée sur d'autres groupes qui n'étaient pas liés forcément à l'État islamique, mais qui étaient liés à diverses mouvances djihadistes au sein de la rébellion syrienne. Ces mouvances djihadistes avaient elles-mêmes fini par prendre le dessus au sein de ce groupe de rebelles. Alors, on va prendre les deux dernières questions. Une question d'Étienne Hébert. En 2023, la Turquie commémorera les 100 ans de la création de la République. Pensez-vous que Erdogan pourrait l'utiliser pour fermer la parenthèse républicaine kémaliste et remplacer définitivement Atatürk dans le cœur des Turcs? Qui veut répondre à cette question? Je pense en tout cas que quand bien même Recep Tayyip Erdogan aura profondément marqué l'histoire turque et conservera une image positive à l'égard des Turcs, de là à dire qu'il remplacerait Mustafa Kemal Atatürk, ça me semble difficile à envisager dans le sens où la figure d'Atatürk est une figure qui restera très populaire au sein de la population turque, qui est plus contestée peut-être évidemment par les populations conservatrices religieuses, mais au sein même de l'AKP, il y a un certain nombre de figures qui marquent une admiration réelle ou feinte pour Mustafa Kemal Atatürk. Les alliés d'Erdogan, par exemple le parti nationaliste du MHP, continuent de revendiquer cette adhésion au kémalisme. Et donc, quand bien même l'héritage d'Atatürk aurait été sérieusement écorné sur certains points, il semble difficile de penser qu'il soit oublié dans la mémoire collective turque. Oui, alors vous me permettez effectivement Bien sûr. de rajouter une précision. En fait, en Turquie, tout le monde a été ou sera un jour kémaliste. Des islamo-conservateurs aux kémalistes, des nationalistes aux gauchistes, c'est une référence incontournable. Parce qu'en fait, la figure de Mustafa Kemal, elle est extrêmement plastique. Pour un gauchiste, c'est le combattant anti-impérialiste, anti-occidental. Pour un nationaliste, c'est quelqu'un qui a défendu l'intégrité de la nation turque face à la menace de colonisation grecque. Même pour un islamiste, qu'est-ce que c'est que Mustafa Kemal? Eh bien, c'est le Ghazi, c'est-à-dire celui qui a libéré la Turquie d'une occupation chrétienne. Donc tout le monde peut se réclamer de cette figure, l'interpréter à sa façon. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. Quand je me souviens que quand j'étais en Turquie, un jour, j'ai été accueilli dans le logement d'un berger à la campagne et il m'a dit quelles étaient donc les 3 personnes qui comptaient dans sa vie. Et il me dit, Birinci Allah, premièrement Allah. İkinci Mahomet, deuxièmement Mahomet. Üçüncü Mustafa Kemal Atatürk. Et il mettait donc ces 3 personnes sur le même plan. C'était sa sainte trinité. Alors, très intéressant. Une dernière question de Baudouin. La position ferme de la France vis-à-vis des agissements turcs est-elle de nature à limiter l'ambition d'Erdogan? Bon, peut-être pour l'instant, la fermeté est assez molle, si ce n'est malgré tout les opérations militaires en Grèce, en mer Égée avec la Grèce et Chypre. Ça peut être déjà un premier élément. Mais par exemple, la France était complètement absente de la guerre au Haut-Karabakh, alors même qu'elle est coprésidente du groupe de Minsk, qui a été créé en 1994 pour mettre un terme, pour régler le conflit. Et c'est la Russie seule qui s'en est occupée, alors que la France avait la légitimité et l'autorité juridique pour ça. Donc, c'est une demi-fermeté. On va voir ensuite comment les choses opèrent, mais pour l'instant, la France se limite à des opérations militaires, ce qui est déjà beaucoup, mais ça reste un peu limité. Et puis, comme tout élément en diplomatie, on ne peut pas aller directement de 0 à 1. Il faut passer par différents degrés avant d'avoir…
tout faire évidemment pour éviter un affrontement militaire. Alors, il y a une deuxième partie de la question que je n'avais pas vue. Les exercices militaires russo-égyptiens en mer Noire sont-ils un message à la Turquie? Oui, parce que la mer Noire, c'est la mer russe que peut revendiquer aussi la Turquie, mais c'est une mer que laquelle la Russie tient beaucoup, surtout maintenant qu'elle a récupéré la Crimée. Et puis, ceci dit, pour sortir de la mer Noire, il faut passer par la Turquie, il faut passer par le Bosphore et les Dardanelles. Donc, c'est peut-être un message de fermeté, mais il faudra bien quand même que Moscou négocie avec la Turquie si elle veut faire autre chose de la mer Noire qu'un lac, qu'une cuvette dont on ne sort pas. Eh bien, écoutez, merci. Nous arrivons au terme de cette conférence débat. Je voudrais particulièrement vous remercier chacun d'entre vous. Tancred Josserand, merci à vous. Merci beaucoup, Thierry. Aurélien Denisot, également un grand merci pour tous vos éclairages, notamment sur la réalité intérieure de la Turquie. Merci. Merci à vous et merci à tous pour ce passionnant débat. Patrice Sabater, merci aussi pour ton éclairage sur la réalité locale et religieuse et de nous avoir partagé ces petites réalités que tu as vécues. Merci Patrice. Bien, Samra. Et puis Jean-Baptiste Noé, je vous remercie à double titre, d'abord pour votre participation ce soir et puis également pour le soutien, le partenariat de la revue Conflit dans cette soirée ce soir. Merci Jean-Baptiste. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors voilà, j'espère que cette conférence vous a plu. Je vous propose tout de suite, vous savez qu'on a d'autres conférences débats. Avant de partir, accordez-moi 2 petites minutes, je vous propose tout de suite de regarder un petit teaser de 30 secondes sur notre prochaine conférence débat sur la Syrie. Voilà, donc effectivement, semaine prochaine, conférence débat sur la Syrie avec monseigneur Jean-Clément Jambard en direct d'Alep, il est l'archevêque Melkite d'Alep, avec Frédéric Pichon qui est géopoliticien, qui connaît très bien la Syrie, et Pierre Sabatier-Gara qui est le président de l'Œuvre d'Orient. Alors, la semaine prochaine, nous avons également une conférence débat sur le monde arabe, 10 ans après les printemps, état des lieux, qu'en est-il? Alors, on va peut-être avoir le planning. Voilà, donc le 2 décembre, Monde arabe 10 ans après les printemps arabes, avec Frédéric Pons, Olivier Hahn, Antoine Basbous, et nous avons le grand privilège d'avoir monseigneur Michael Najib, qui est l'archevêque de Mossoul, celui qui a sauvé les dizaines et les centaines et centaines de manuscrits, et il sera en direct avec nous depuis Mossoul. La Syrie, j'en ai parlé. Et puis le 10 décembre, renaissance de la Syrie, point d'interrogation. Jeudi 10 décembre à 20h45 avec Frédéric Pons, auteur d'une biographie remarquable sur Poutine. Le père Serge Sologoub, qui est orthodoxe d'origine russe, et Xavier Moreau, qui est un entrepreneur qui habite en Russie. Nous avons, comme vous le savez, des soirées également à Rébib. Nous vous proposons à partir de la semaine prochaine la première étape d'un parcours biblique sur le livre de l'Exode, parcours animé par Martine Henao, diplômée de l'IET, bibliste. Un parcours de la nativité en 2 étapes. Ce sera un parcours plus artistique sur les grandes œuvres autour de l'Annonciation et de la nativité. Et puis un itinéraire de Noël avec François Mollier, qui est un de nos plus anciens accompagnateurs, bibliste. Et cet itinéraire nous conduira de Nazareth à Bethléem jusqu'en Égypte. Voilà, je vous signale également que nous organisons incessamment sous peu, puisque nous espérons que les frontières réouvrent bientôt, un voyage en Sicile en partenariat avec la revue Conflit, qui aura lieu du 24 avril au 1er mai 2021. Voilà, je vous rappelle également que nous avons pris avec vous l'engagement de reverser 10% du prix du billet à différentes associations, comme je vous le disais en introduction, l'aide à l'Église en détresse, l'Œuvre d'Orient, Achalayam, le diocèse d'Alep, également l'hôpital de Bethléem, que beaucoup de nos voyageurs connaissent,
Fratello, dont j'ai parlé, Ma Chance, moi aussi, qui œuvre dans le soutien scolaire auprès des plus défavorisés en France. Voilà, vous pouvez vous inscrire pour tous ces beaux projets sur notre site www.ictusvoyage.com, onglet soirée confinement. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Merci de votre fidélité et j'espère à très bientôt. Au revoir. Merci à Ictus.